Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, le Grand Jury reçoit le professeur Ibrahima Ndiaye. Il est enseignant-chercheur également, directeur général du Centre pour la paix et de l'unité nationale. Professeur Ndiaye, merci de cette première comparution devant les grands jurys. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accusé et me donner l'occasion d'être là pour me défendre. D'accord. Avec moi, donc, pour vous interroger, Abdraman Keïta, il est, lui, directeur de publication du journal Le Témoin. Bonsoir, Keïta. Bonsoir. Elhaj Chana Takiou, qui est en européen ce soir. Elhaj, merci d'être là. Merci beaucoup, Barou. Et je suis Omar Bessidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Professeur, votre regard sur la composition du jury déjà. Un jury à récuser ou le jury est bien composé? Très bien composé à mon sens. D'accord. Oui, même si je connais un peu moins M. Keïta. D'accord. Keïta, nous avons professeur Ndiaye. Moi aussi, je le connais un peu moins d'ailleurs. Effectivement. J'ai eu le temps quand même de parcourir quelque part son... De toutes les façons, sa présence ici entre dans le cadre de la diversification de nos invités. Nous avons l'habitude d'avoir des politiques. Aujourd'hui, nous avons un académicien. Donc nous espérons avoir vraiment une vue académique, et des approches académiques des questions que nous allons soulever avec lui aujourd'hui. Mais pas trop académique, puisqu'il faut que ce soit aussi à la portée du grand public. Tout à fait. Voilà, donc je pense, de bon augure. On fera le maximum. Chana. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À ma qualité de doyen de la Cour, nous devons présenter nos excuses aux téléspectateurs pour le retard accusé, retard dû à l'accusé lui-même. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de circonstances atténuantes. Parce que j'ai reçu beaucoup d'appels avant qu'on ne commence, nous demandant qu'est-ce qui ne va pas. Jusqu'à présent, on n'a pas commencé. C'est la faute de l'accusé. Donc, nous retenons cela contre l'accusé dès l'entame. C'est un universitaire. C'est différent des hommes politiques. Donc, c'est un autre paradigme. Nous allons parler de la République et nous allons parler des choses concernant la paix, la réconciliation dont il est un des principaux acteurs. Je pense que c'est une très bonne chose parce que le Mali est dans cette dynamique de paix, de réconciliation, de soutien à nos forces armées qui font un travail fantastique. Je vous laisse l'inviter. Monsieur Ndiaye, Oui. bonsoir. C'est votre première comparution devant le grand jury. Tout à fait. Donc, pour nous-mêmes et pour nos téléspectateurs, nous voudrons savoir qui est le professeur Ndiaye. Quel est votre parcours scolaire, universitaire et professionnel, rapidement? Ok. Très heureux. Très rapidement, moi j'ai fait mes études essentiellement dans deux pays, au Mali et aux États-Unis. Au Mali, tout ce qui est le niveau primaire, secondaire, baccalauréat au niveau du lycée Askia Mohamed et ensuite l'école normale supérieure où j'ai fait histoire-géographie. Nous sommes la première génération sacrifiée, entre guillemets, c'est-à-dire la toute première promotion à être ce qu'on appelait à l'époque les jeunes diplômés chômeurs. Et ça nous a amené, oui, exactement, sous le régime du général Moussa Traoré. Ça nous a amené un peu à nager à contre-courant du profil qu'on avait à la sortie de l'école. Donc, pendant ces années de chômage, entre guillemets, pendant 3 ans, on a fait un peu de tout. Des cours à domicile, le commerce de poissons, les pièces détachées, et ainsi de suite. Mais ça nous a ouvert les yeux sur une réalité, c'est que dans le concert des nations, la langue anglaise était très très importante. Donc on s'est mis à creuser dans ce sens-là. Elle est toujours. Un petit séjour rapidement en Allemagne et ensuite des études de master, des études de spécialisation aux États-Unis. Une carrière d'un peu plus de 20 ans aux États-Unis et retour au bercail à partir des années de crise 2011-2012 et désormais on est là enseignant-chercheur et
sur plusieurs fronts. En gros, voici comment je peux rapidement faire le tour de ma formation. Vous avez des traits de ressemblance avec le professeur Issa Ndiaye. Professeur Issa Ndiaye, cet ancien ministre et brillant philosophe. Est-ce que oui, vous êtes parenté? C'est la même famille. Tu es son jeune frère? Je suis son jeune frère par un côté, son fils par un autre côté. Okay. Vous connaissez les réalités maliennes. Vous êtes de Caille, Voilà, oui, tout à fait. Je vois les traits. Merci. Je vois les traits. Merci beaucoup. C'est la même famille. C'est un grand professeur. Merci beaucoup. Beaucoup de respect pour lui. Heureux de l'entendre. Merci. Bon, puisque nous avons l'occasion, comme vous l'avez dit, d'avoir un universitaire ici, et que la question de l'école malienne est constamment posée dans ce pays, c'est l'occasion de lui poser la question et avoir vraiment, savoir ce qu'il pense vraiment des péripéties que cette école a traversées et des problèmes qu'elle connaît aujourd'hui. Et depuis, je pense, 3 décennies, on a rarement investi dans ce secteur-là avec vraiment les fortunes qu'on sait. Tout à fait. Et alors, donc, qu'est-ce qui n'a pas marché, selon vous qui êtes de ce domaine, de ce secteur? Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer de ce qu'a été l'école malienne? Pourquoi ça n'a pas marché? Très bien. Heureusement, on vient de boucler les états généraux de l'éducation. Vous nous dites votre spécialité, là, je n'ai pas retenu ça. Vous avez fait quelle spécialité? Moi, ma spécialisation, c'est Global Studies. Hein? On appelle ça Global Studies. Les quoi, études ça? globales, bon, c'est une discipline relativement nouvelle, même aux États-Unis. Nous, on était la première promotion. Il s'agit en gros de l'analyse des systèmes. Donc, quelle que soit la problématique posée. Les systèmes politiques. Voilà, système politique, système économique, système social, système culturel, système. C'est-à-dire, dans la société, on a toujours plusieurs dynamiques. Et les dynamiques nous amènent à des systèmes pour savoir qui est derrière quoi, avec quels moyens, pour quel objectif. Donc, si on est entre amis... On a le système scolaire malien. Voilà, si on est entre amis, donc on voit comment consolider le système. Et si on est face à des ennemis, on voit comment détruire le système. Voilà, donc très rapidement brossé, c'est cela. D'accord? Voilà. Par rapport à l'école, je disais qu'on est très chanceux parce qu'on vient de boucler les états généraux de l'éducation. Je ne sais pas si vous avez la chance de parcourir les conclusions et les recommandations. Le document est sorti à la disposition de tout le monde. Il y a la version électronique sur les réseaux. Dans ce document, on a identifié les points forts et les points faibles. Moi, en ce qui me concerne, ce que je peux dire très rapidement, c'est que ce n'est pas faute d'investissement. Il ne faut pas faire cette erreur-là. Et de volonté politique. Voilà. Pas faute de volonté politique. Le Mali est un des rares pays, il ne faut pas l'oublier, à investir au moins un tiers de son budget régulièrement dans le secteur de l'éducation. 30%, 32%, 33%. C'est colossal par rapport à un pays et aux ressources dont nous disposons. Pour quels résultats? Et c'est une excellente façon de montrer à quel point les autorités, depuis l'indépendance, se sont souciées de l'éducation jusqu'à aujourd'hui. Même Moussa Traoré? Même maintenant. Tout le monde. On a rarement donné moins du quart du budget au secteur de l'éducation, toute proportion, tout secteur confondu. Malheureusement, c'est très mal investi. La plupart du temps, ça va dans les salaires, les indemnités, les choses comme ça, au lieu que ce soit dans le travail de préparation des étudiants, des élèves à la vie. Voilà. Ce qui ne colle pas au Mali, c'est qu'on ne prépare pas nos élèves à la vie. On leur donne des diplômes, ils vont à l'école, ils ont des notes, ils passent des moyennes, ils passent des examens, on leur donne des diplômes. Mais une fois le diplôme en main, tu demandes à l'étudiant, même quelqu'un qui a son master aujourd'hui, master 1, master 2, qu'est-ce que tu comptes faire après le diplôme? Il va te dire... Mais ça n'a pas, toujours été le cas. Bon, ça a été le cas peut-être qu'avec le moment où on a commencé à connaître des problèmes démographiques. Il fut un moment où les gens savaient où il allait, où il devait être orienté. Oui, mais ça, à partir du moment où l'école a passé vers la massification, tel que vous êtes en train de dire, et la démocratisation de l'éducation, on a connu certainement ces problèmes-là. Non, attention, ce n'est pas du tout ça l'analyse. En fait, c'est une bonne chose que tout le monde a à l'école. Et c'est une bonne chose que il y ait... Voilà, le premier régime à l'indépendance, sous le président Modibo Keïta, avait dit éducation de masse et de qualité. Oui, d'accord, masse et de qualité. Et les gens ont dit c'est pas possible. Non, c'est très possible.
Éducation de masse et de qualité, c'est très possible. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Mais quand on est débordé par les problèmes démographiques... Non, on n'est pas débordé. Le Mali est sous-peuplé, attention. Ah oui, par rapport à l'espace. Voilà, c'est clair. Par rapport à l'espace, la densité, et même par rapport à nos ressources. Le Mali est sous-peuplé. Seulement, c'est vrai que la question démographique, il ne faut pas la minimiser parce que notre population est très jeune. 50% de la population malienne, la moitié, 48% selon les statistiques, 49 et quelque chose, 50%, ils ont entre 15 et 18 ans. La moitié de la population malienne est totalement improductive. Ce sont des gens qu'il faut soutenir. Il faut nourrir, il faut soigner, il faut éduquer, il faut entretenir, ainsi de suite. Mais c'est aussi un énorme potentiel si on arrive à capitaliser justement toutes les expériences que nous avons accumulées, et prendre l'exemple de pays qui ont justement fait cette transition-là, démographique, mais en mettant l'accent sur quoi? Sur la mise en capacité, la professionnalisation de l'enseignement. Nous avons par exemple défendu ce modèle-là il y a quelques décennies. Les gens ont dit que ce n'est pas possible, mais avec des ressources propres. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vous pouvez le voir sur Internet. On a une école type qu'on a créée à Ségou qui s'appelle Fanga School. Et dans Fanga School, en 4e année, en 5e année déjà, les enfants savent tisser, savent souder, savent faire la menuiserie métallique, savent faire la menuiserie bois, peuvent te produire des citernes, c'est des châteaux d'eau quelque chose comme ça. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que Borlan, ainsi de suite, cet enfant, 7 enfants, filles et garçons, à l'âge de 10 ans, à l'âge de 15 ans, ils sont complètement autonomes et ils ne chômeront jamais. Bon, au lieu de mettre les ressources et les compétences à ce niveau-là, on est allé massifier au niveau de l'université, où les têtes sont remplies de théories. On sort 4000 étudiants d'une filière ou d'une faculté qui ne savent absolument rien faire. Et le secteur privé n'a absolument pas besoin de ces gens-là parce qu'ils ne sont pas compétents. En français, ils s'expriment très mal. En anglais, ils s'expriment très mal. Et pour ceux qui est de se rendre utile à la vie en société, ils ne sont pas productifs parce qu'ils ne connaissent même pas les règles. C'est la problématique de l'éducation, formation, emploi. Ça a même dépassé ça maintenant. C'est-à-dire que on a des secteurs, on a des filières qui ne sont plus du tout opérationnelles. Quand on pense aujourd'hui, par exemple, que jusque-là, on a des formations de secrétaires dactylo. Ah, ça c'est quoi, effectivement. Nous refusons de faire face aux réalités du XXIe siècle. Secrétaire dactylo, je suis désolé. Ça ne va pas. Bon, on a des choses comme ça qui traînent dans le système pour des raisons, je comprends, politiques, parce qu'il faut réformer tout ça en voyant très loin. Mais monsieur le professeur, c'est le problème. Est-ce que le problème de niveau n'est pas à relativiser, comme vous venez de le dire tout de suite, compte tenu de l'évolution des nouvelles technologies? Bien sûr. Est-ce qu'il ne suffit pas seulement de donner l'envie aux enfants de connaître pour qu'aujourd'hui ils puissent accéder aux connaissances à tous les niveaux sans même les mettre? Ça, c'est un très bon point. Mais je vais nuancer ou reformuler. C'est-à-dire, nous, on n'a pas à leur donner l'envie. Les enfants sont naturellement curieux d'apprendre. Est-ce que vous savez qu'on a fait une étude pour comparer le niveau de développement des enfants et les enfants africains sont très créatifs. Nous avons l'habitude de faire nos propres jouets. Des enfants ailleurs, ils achètent. Qui créent des occasions pour aller... Pour faire des AG et se retrouver dans la rue, on l'a vu vraiment de connaître. Oui, c'est ça. Mais le problème est que maintenant, quand ces enfants très créatifs, très dynamiques, très éveillés vont en classe, on les rend bêtes. C'est la classe qui fait qu'ils deviennent bêtes. Et on veut les former à adopter des choses qui sont plus des carcans que des choses qui les poussent à aller plus loin. Monsieur Ndiaye, oui. Vous êtes professeur spécialiste de système. À qui la faute? On critique, on fait le diagnostic, on sait les problèmes, on n'arrive pas à trouver les solutions. Pourquoi? Bon, on a trouvé les solutions, mais je suis d'accord que s'il faut situer les fautes, quoi qu'il arrive, la sagesse populaire dit que quand on a mal au bras, ça chauffe, c'est très dur, c'est sur la tête de la personne même que le bras va reposer. Donc, fondamentalement, les premiers fautifs, ce sont les leaders, les responsables. Ceux qui gèrent le politique, ceux qui sont en charge du département de l'éducation. On ne peut pas ne pas les blâmer, fondamentalement. Parce que tout leur revient de toutes les manières. Et quand on se retrouve en train de gérer les destinées d'une nation,
Il faut s'assumer et dans un concert des nations où la compétitivité, pas la compétition, la compétitivité fait la différence, il faut avoir une vision très claire de qu'est-ce qu'on fait, où aller. Deuxièmement, il faut aussi accuser les parents. Avant, on disait que Fantande ne be Kalamal. C'était les enfants de pauvres, de paysans. Pourtant, eux-mêmes... Dans les années 60. Oui. Dans les années 60, les années 70, même les années 80, les parents analphabètes en français, voilà, s'assuraient que les enfants depuis finissent. la colonisation, Oui. ce sont les enfants de pauvres qui allaient à l'école. Exactement. Les enfants de riches. Bon, maintenant, on a plus ou moins abandonné nos rôles en tant que parents et on est tombé dans une forme de laxisme, de machin, en faisant jouer l'argent, en privatisant. Est-ce que l'enfant du pauvre, peut même étudier? Voilà parce le problème. que nous avons plusieurs sortes d'écoles. Il y a un déséquilibre Exactement. au niveau de l'éducation. C'est pour ça que je les blâme. L'école des pauvres, Oui. l'école des riches, Oui. des plus riches. Exactement. Est-ce Et dans que- un pays comme le Mali, ça ne se doit pas. Pourquoi ça ne se doit pas? La démocratie oblige. Bon. Chacun selon ses moyens. Pourquoi le nivellement par le bas? Non, pas le nivellement par le bas, parce que comme je le disais au début, nos premiers cadres, nos premiers fonctionnaires, ils ont excellé. Pourtant, ils venaient de familles très, très démunies. Donc, aujourd'hui, en revenant à cette formule-là, ce ne sera pas le nivellement par le bas. Ça, c'est un mythe qu'on a créé parce qu'on ne veut pas justement admettre qu'on a fauté. Mais est-ce que Les choses sont très vous claires. pensez qu'il y a encore la possibilité que l'école publique concurrence les écoles privées aujourd'hui? Mais oui. Aujourd'hui, il n'y a pas match. C'est-à-dire que si on voit le résultat, on compare, toute proportion gardée, quantité d'étudiants, nombre d'enseignants, ressources disponibles, secteur public, et les mêmes normes, secteur privé, mais il n'y a pas match. On se plaint du public, mais le public est encore plus performant que le privé. Il ne faut pas perdre de vue Pourquoi que- cette ruée alors vers le privé? Parce que ça avec rapporte un tout coup simplement. d'argent? Ça rapporte tout Non, simplement. mais parce que ça ne rapporte pas ceux qui vont pour y payer. Non. Ça ne rapporte que Le ceux qui sont les privé est devenu promoteurs. du business. Bon. Ça, vous le Ça savez. ne quand veut même. J'ai pour le dit ce que promoteur. vous avez expliqué. La grande majorité des étudiants dans le privé sont subventionnés par l'État. Il ne faut pas J'ai l'oublier. dit non. Ce que Les vous parents dites ne payent là, pas, c'est l'État Monsieur qui envoie Ndiaye, des élèves dans le privé. Professeur, ce que Oui. vous expliquez là, c'est sur quelle base? Parce que dans l'imaginaire populaire, même pour nous, Oui. le public est plus performant. Le Voilà, c'est ce public que je dis. est mieux. Oui. Pas le public. Le privé. Le privé Oui, est oui, c'est- performant plus oui. que le public. Oui. Et c'est mieux que le public. C'est ce que les Et gens- vous êtes en train de nous dire le contraire. Sur quelle base? Quels allez- sont les arguments qui vous amènent à nous dire Je le cela, disais à tantôt, défendre allez cela? lire les états généraux de l'éducation, allez voir les statistiques en termes de, je dis bien le quota, c'est-à-dire combien d'élèves maliens à travers tout le pays sont dans le public. Le bac, le DEF, tout ça, la PVF. Non, depuis le jardin d'enfants. Non, on commence depuis le préscolaire. En termes de masse, c'est vrai Combien que sont dans le public il y a et beaucoup combien qui- sont dans le privé? il y a beaucoup qui sont dans le public plus que dans le Voilà, privé, mais exactement. en termes de performance, les ouais, meilleurs ouais. sont dans le privé. Ouais, Il ouais, faut Pas reconnaître forcément. cela. De qualité. Non, non, De qualité, pourquoi on le dit, et c'est vrai, parce que c'est d'autant plus vrai, Le que premier même bac, les le premier enseignants du public se consacrent plus à leurs heures de travail au niveau du privé qu'au niveau du public. C'est, vous avez dit dans l'imaginaire. Attention, nous sommes des chercheurs, on se fie aux statistiques, aux données. Il ne faut pas imaginer, il faut aller voir la réalité sur le terrain. Les faits. Et cette réalité sur le terrain, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, elle est ce qu'elle est. Elle s'impose. Il ne faut pas aller à l'imaginaire. Allez-y, Là, vous allez Keita. faire des erreurs. Comment est-ce que non, je ne peux pas comprendre. Oui, dans c'est le difficile à privé, comprendre, mais c'est dans comme le ça. privé, Oui. où les élèves se trouvent dans un certain confort d'apprentissage. Ils ont En accès aux outils. Non, En c'est théorie. vrai. C'est vrai. Nous connaissons tous, nous voyons. Ok. Ils ont accès aux outils didactiques plus qu'au niveau du public. Donnez-moi le nom d'une institution Ah, privée. yes, non, beaucoup d'institutions privées Non, sont comme donnez-moi ça. le nom d'une Je institution sais privée. que ce n'est pas pour Une rien. école, le nom d'une Ce école. n'est pas pour Oui, rien. le nom d'une école. Je Ce donne n'est la pas- Clairefontaine, par exemple, à Très Faladji. bien. Il y a combien de Clairefontaine dans le Mali? Et les écoles, elles ne sont pas nombreuses. Voilà. Elles sont, parce Donc, que même c'est- si tout le monde fait du 100% à Clairefontaine, Ah, comparé à la masse des apprenants au Mali, c'est un pourcentage infime. vous êtes dans le Par cadre de la contre- quantité. Nous, on parle de qualité. Voilà, justement. Par- Non, c'est-à-dire... Parce que c'est- beaucoup c'est sont ce- dans le public. C'est ce que j'ai dit. Eh Je oui. parlais tantôt de Le compétitivité et privé pas de absorbe compétition. peu d'élèves étudiants que Voilà. le public. Exactement. Oui, Et parce pourtant- que le privé est réservé à une certaine classe. Exactement. Allez-y, Keita. Donc, si c'est réservé à une certaine classe, dans cette classe, il y en a qui passent, il y en a qui ne passent pas. Il y en a qui réussissent, il y en a qui échouent. Malgré que ce soit le privé. 90%, le privé, ça passe. Non, c'est ça l'imaginaire justement. Ouais. Beaucoup dans le privé,
qu'est-ce que les tests ont montré? Je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup dans le privé. Les notes sont gonflées parce que les parents payent. On ne peut pas admettre que les enfants n'ont pas travaillé. On gonfle les notes. Beaucoup dans le privé, on promet qu'il y a ci, il y a ça. Par exemple, moi, mon background, j'ai toujours évolué avec l'anglais. Beaucoup de privés disent anglais depuis le premier cycle. Troisième année, cinquième année. Cette année, le premier Mais au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, tu t'assois avec ces gens, tu parles avec eux en anglais, ils ne peuvent pas te répondre. Le premier national, cette année au bac. Non. C'était du privé ou bien du... Non, il ne faut pas aller par les symptômes. Il ne faut pas aller par les symptômes. Pas qualitativement. Le premier au bac. Nous savons, monsieur le professeur, votre penchant pour le retour aux sources, parce que j'ai vu certains de vous, votre penchant pour le vernaculaire, si je vais... Bon, le vernaculaire, on n'a pas utilisé cette expression. Voilà. Donc, mais nos langues maternelles, oui, effectivement, qui sont c'est dans cette, langues officielles. Dans cette dynamique que je pense nous avons un certain programme national d'éducation aux valeurs. Tout à fait. Et quels sont les espoirs que vous reposez sur ce programme national d'éducation aux valeurs et quelle en est la pertinence? Ok, d'accord. Bon, tout tourne autour de l'humain. Ça, c'est dans toutes les sociétés du monde. Quand tu as des gens qui ont des principes, qui adhèrent à des valeurs, et ces valeurs sont partagées par la majorité d'une communauté, ça amène la performance et ça amène la stabilité. Quand les gens ont des points de vue divergents, des croyances qui ne sont pas les mêmes, ne partagent pas les mêmes valeurs, en général, ce système, il piétine, ça patine et ça mène des conflits. Ils sont moins performants. D'où l'importance des valeurs. Notre nation a ceci de particulier que si on regarde la République, le Mali aujourd'hui, la nation est plus vieille que l'État. L'État est né le 22 septembre 1960, mais les Maliennes et les Maliens ont été ici depuis les temps immémoriaux autour de valeurs partagées qui nous ont permis de bâtir des royaumes et des empires très stables, dont la réputation est connue à travers le monde entier et qui ont laissé leur marque partout où tu vas. L'empire du Ouagadougou-Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai, tous les royaumes qui s'en sont suivis, qui sont dérivés de tout ça, le monde entier nous respecte à cause de ça. Alors la question, pourquoi avant, nous étions des représentants à succès et pourquoi aujourd'hui, nous sommes des représentants à échec? C'est la question des valeurs. Parlons de paix, de réconciliation. Oui, avant il reste quelques minutes. Avant la paix et réconciliation, monsieur le professeur, vous prônez le retour aux valeurs. Non, le recours, attention. Le recours. On ne peut pas aller, même hier là c'est déjà fini, on ne peut pas aller au passé. Donc, le recours aux valeurs, oui. Notamment à nos langues nationales. Oui, bon, les langues c'est un moyen de promouvoir les valeurs. Bon, un vecteur. Un vecteur, merci. Vous et bien d'autres qui constituent aujourd'hui des repères, des valeurs. Merci. Vous êtes instruits, cultivés dans les langues étrangères, français, anglais. Oui. Et vous voulez que les autres, eux, ils reviennent aujourd'hui aux langues naturelles, aux langues maternelles. Comment expliquer tout cela? C'est pas très convaincant. Parce que vous êtes des repères, tu parles bien anglais, tu maîtrises la langue française, et vous dites aux enfants, eux, ils n'ont qu'à parler peu le soraï ou bombara. Je n'ai jamais dit ça. Expliquez-vous. J'accuse l'accusateur. Je vous écoute. Notre pays a toujours pratiqué, je dis toujours, pratiqué le multilinguisme intégral. Il n'y a jamais eu de problème de langue au Mali. Et notre pays a toujours été ouvert aux influences du monde. Depuis toujours, toutes les langues coexistent au Mali. Il n'y a jamais eu, même en cas de domination. Par exemple, il n'y a pas une communauté au Mali qui n'a pas dominé quelqu'un pendant un certain temps et qui n'a pas été dominée par quelqu'un d'autre pendant un certain temps. Mais quand, par exemple, je prends n'importe, je vais dire le royaume Bamanan de Ségou, comme ça, on dit, vous voyez en français, royaume Bamanan de Ségou. Mais le royaume n'a jamais été Bamanan. Le leadership, Koulibaly Diarra, on peut dire que ce sont des Bamanan. Mais dans chaque famille Bamana, dans chaque village Bamana, dans chaque communauté Bamana, tu vas trouver des Peuls, tu vas trouver des Sorais, tu vas trouver des Bois, tu vas trouver des Sarakolés, tu vas trouver... Et le Mali a toujours été comme ça. Dans chacune de nos familles, réfléchissez-y. Il y a toujours 2, 3, 4, 5 langues qui sont... Oui, c'est ce que je dis. Ça veut dire que nous nous sommes mis à copier, calquer bêtement. Et c'est pour ça que je disais tantôt que c'est l'école qui nous rend bêtes. Quand quelqu'un domine, il n'impose jamais sa langue à l'autre. Au Mali, ça c'est une exception.
Dans d'autres pays, dans d'autres civilisations, on a imposé une langue à celui qu'on a conquis. Mais nous, parce que c'était déjà intégré dès le départ, qu'est-ce qui est performant? Avoir quelqu'un en collaboration ou quelqu'un sous domination, mais la collaboration marche beaucoup mieux que la parlons de domination. Donc, nous, on est pour le multilinguisme intégral. Toutes les langues enseignées, toutes les langues en promotion, toutes les langues publiées, toutes les langues. Multilinguisme intégral, sans exception. En même temps, par exemple, j'y vais rapidement, si moi je dois aller en Corée et j'ai besoin du coréen, ben je vais apprendre le coréen. Nos commerçants font ça, pourtant ils n'ont pas le DF. Selon nos besoins. En fonction du besoin. Quand je vais à Gao, j'ai besoin du Soray, je parle Soray. Quand je vais à Caille, j'ai besoin de Soray. Exactement, c'est ça. On fonctionne comme ça. Il faut apprendre toutes les langues. Il ne faut jamais rejeter une langue parce que derrière une langue, il y a la culture et il y a le savoir. Je vous ai ouï dire, tout de suite d'ailleurs, que chez nous, la nation a précédé l'État. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes, des clivages avec certaines composantes de la nation et pourquoi nous avons autant de problèmes à reconstruire la nation? Parce que l'État a failli, tout simplement. Allez-y, comment l'État a failli? L'État que nous avons jusqu'à présent, on est en train d'ajuster. C'est pour ça que nous sommes passés à la 4e. L'État a commencé à faillir quand? L'État a commencé à faillir, je vais dire, depuis l'indépendance. Oui. La République. Parce qu'effectivement, c'est à partir de l'indépendance que les premiers clivages ont commencé. La République que nous avons héritée de la France n'était pas pensée pour nous, c'était pensé pour le colon. Donc, déjà, le cadre lui-même ne nous convient pas. On a essayé d'adapter, mais le cadre lui-même ne convient pas. Donc, ce n'est pas la faute des gens de Kidal d'être dans cette situation de belligérance vis-à-vis. Je vous renvoie la question autrement. Qui au Mali, qui parmi nous, n'importe quel citoyen, n'importe où, est satisfait de la performance de l'État? Mais comment, selon vous, qu'est-ce que l'État devrait être pour qu'on ne connaisse pas ces problèmes-là? Je parlais tantôt de faire recours à nos valeurs. Nous avons bâti des États. Le royaume, ce sont des États. Et pourtant, les empires les sont valeurs, des États. les valeurs ce sont ces valeurs-là, quelquefois, quelque part, qui sont les facteurs de divergence entre nous et les composants de la nation qui ne sont pas. Puisqu'ils ils pensent qu'ils ont des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et qu'ils doivent avoir une certaine autonomie pour préserver ces valeurs-là. Pour que, voilà un peu ce qui justifie. Que de tout temps, je le disais tantôt, nous on a coexisté. Et chacun a un degré d'autonomie. Ça a toujours été comme ça. Donc vous êtes d'accord que chez nous, il n'y a pas de valeurs communes partagées par l'ensemble des communautés? Ce sont les valeurs qui nous mettent ensemble. Dites-nous quelques-unes des valeurs communes. La forme de l'État. Dites-nous quelques-unes, professeurs, de ces valeurs partagées. Ce qu'on a appelé l'humanisme soudanais. C'est Ibeka, ça. C'est-à-dire, non, il n'a pas volé. C'est un Soudanais. C'est-à-dire, notre valeur partagée que l'homme est une personne, la femme est une personne, le jeune est une personne, la personne âgée est une personne. Il ne faut pas sous-estimer ça. Mais ça, c'est pas différent des valeurs universelles? Ça, c'est quoi? Non, attention. Ça n'appartient pas. Qu'est-ce que vous appelez valeurs universelles? Les valeurs universelles, c'est tout ce qu'on connaît. C'est le respect des droits de l'homme. Des droits de l'homme, voilà, c'est ça le piège. C'est pas le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, on a dit la dernière droits humains. Non, on a dit aujourd'hui. Manger, si vous dites que c'est universel, pourquoi on a des problèmes alors avec les questions d'homosexualité et de genre? Si c'est universel. C'est nouveau ça. Mais c'est ça, ils ont dit que c'est la dernière frontière pour les droits de l'homme. Ils le disent, mais nous ne l'acceptons pas. Merci. Pourquoi nous ne l'acceptons pas? Pourquoi tout le monde au Mali est d'accord que ça ne va pas? Parce que nous avons des valeurs partagées qui disent que nous, notre humanisme est ancré dans la grande famille. D'accord. Est-ce qu'on doit vraiment cracher sur les valeurs universelles? Il n'y a pas de valeurs universelles. Non. Ce qu'on appelle aujourd'hui valeurs, c'est les droits de l'homme. Qui l'appelle? Qui dit? La communauté internationale. La déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce qu'on doit cracher sur ça? Merci. Pardon, vous allez laisser poser sa question. Est-ce qu'on doit cracher sur ça alors que si on voit, regardez de près, aujourd'hui, nous devons notre affirmation en tant qu'État à ces valeurs-là. Sans ces valeurs, sans les droits des peuples, l'autodétermination que des gens ont défendu au niveau de ces instances-là universelles, on n'aurait pas aujourd'hui. Donc nous leur devons, nous, ce que nous sommes, en tant que souverains, en tant que souverains, en tant qu'État souverain, nous le devons à ces valeurs-là.
Donc, Droit des peuples. est-ce qu'on devrait... Mais pas droit de l'homme. Mais c'est les droits de l'homme, mais à ajouter, en Afrique, c'est les droits de l'homme et des peuples. C'est Voilà. tout. Pourquoi les Mais en Africains réalité, ont senti la même nécessité là- d'ajouter droit des peuples, vous pensez? Mais c'est clair, c'est parce que... Parce que les droits de l'homme, c'était... ils se sont basés sur les droits de l'homme pour le faire. Non, 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 non. Si. Non. C'est la substance. Ils ont trouvé que les droits de l'homme C'est ne la nous charnière arrangeaient pas à un principale. certain point. Et ils ont dit les droits des peuples. D'accord, allez-y, Chana. Oui, professeur. Bon, vous vous intéressez aussi à la paix, à la réconciliation. Ah oui, absolument. Le Mali est en crise. Oui, Nous tout à avons un problème de sécurité, un problème de paix. Tout à fait. Et il y a la problématique de l'Azawad Oui. qui se pose. Chana, Même c'est si- c'est votre dernière question déjà. hein. Ok, même si le mot ne plaît pas à beaucoup de gens, mais le mot est conceptualisé aujourd'hui. Tout à Parce fait. que tu vois, il faut faire avec. Tout à fait. Hein? Est-ce que vous avez une recette par rapport à cette problématique? Oui, bon. On l'a dit, hein, le recours à nos valeurs, le recours à notre histoire. C'est ça où c'est très important. Il faut juste expliquer qu'est-ce que c'est que l'Azawad. L'Azawad, historiquement, est connu. Le terroir est connu. Tu pars de Tombouctou, tu montes sur Arawan, c'est ça l'Azawad. Tout simplement. Maintenant, l'autre grand amalgame qu'on a voulu faire, qu'on a créé, ainsi de suite, ça a une autre connotation. Donc, il faut juste Il y a clarifier une le concept pour qu'on soit revendication clair. politique Oui. qui est derrière Bien ça sûr. aussi. Oui, et les gens ont le droit de D'abord, revendiquer politiquement tout ce qu'ils veulent. détermination de peuple, ils disent que il faut que le peuple Azawad, que le peuple Azawad soit connu. La langue Azawad, et puis droit à l'autodétermination, droit à l'éducation, droit à la santé, à l'eau potable, à tout cela. Donc, c'est toute une vision politique. Oui, c'est-à-dire Mais bien, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'eau potable, ça c'est le droit pour tout le monde, partout. À Bamako, ici, on n'a pas d'eau à boire. C'est comme je l'ai dit, il faut juste clarifier. Moi, Qui veut quoi, pour moi quelle encore raison? là-bas. Non, attention. Dans le Beledougo à côté, dans le Mandé à côté, il n'y a pas d'eau. Moi, j'ai l'habitude, je prends mes amis, je circule dans tous les sens. Bon, si vous avez un peu fouillé, vous savez que moi, je suis tout le temps sur le terrain en train de faire la recherche. J'ai fait venir des membres de ma famille, des collègues de l'Est du pays, ce qu'on appelle le Nord. Moi, je n'utilise pas le Nord parce que dans nos langues, on dit coron. Et je leur ai dit, on va en voiture, on va se balader. Ils étaient sidérés de voir que dans le Beledougo, avant d'arriver à Kolokani déjà, il n'y avait pas d'eau. Ils disent, ah mais attendez, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école. Le problème aujourd'hui, je l'ai dit, la population malienne est très jeune. Les Maliens ne connaissent pas le Mali. Nous ne connaissons pas nos propres réalités. La grande majorité des gens à Bamako n'ont jamais été dans le désert. Ils n'ont jamais vu le sable. Comme les gens du sable n'ont jamais vu la plaine ou la forêt. On ne se connaît plus. Les montagnes. Oui. Il y a des montagnes là-bas. Quand même. Bon, tu vois ce qu'on appelle un village, je prends Pel ou Birga, derrière Koro. Mais les gens vivent là-bas, je suis désolé, dans certaines communautés, exactement comme au XVIIIe siècle. Les Maliens ne le savent pas. Chez les Dogons, là. Bon, tu vas dans le Tambaroua, le Khasso, on a encore des villages qui sont au sommet des montagnes, qui sont en contact avec la zone du Fouta. Où aujourd'hui, pour aller, même à bicyclette, on ne peut pas, tu arrives à un certain moment, même ta bicyclette, tu portes sur l'épaule pour progresser, en 21e siècle au Mali. Il faut que les Maliens sachent qui vit quoi, où. D'accord. Et ce sont nos valeurs-là qui nous ont permis de gérer tout ça. Bon. Kambe est moro, Ok. Bon. Fla est moro, Bamana est moro, Maraka est moro, Cher. tout le monde est moro dans Ouais. ce genre. Touareg est on moro. vit. Tout le monde. Vous êtes, Nambe est moro et on s'entend. vous êtes, Et après ça, Après ça, ben, on construit la famille et on construit le pays. Allez-y. vous êtes directeur général du ça veut dire qu'on a tous les je mêmes droits. suppose, Tout le monde. je suppose, Sans exception. Je suppose, monsieur Dia, Les mêmes droits, les mêmes devoirs. en Sans tant que exception. directeur général d'une structure pour la paix, Nouvellement je créé. la nouvellement C'est créée, tout nouveau. Hein? Bon, pour la c'est- réconciliation, c'est néanmoins, sur le papier. effectivement, je pense que vous avez certainement une attention toute particulière sur le processus de paix qui est en cours aujourd'hui, Oui. dans lequel le processus, on est déjà arrivé à l'étape de l'élaboration d'une charte Mhm. pour la paix. Est-ce que vous pensez que ce processus-là est en train de jouer sur les leviers qu'il faut pour déboucher réellement sur la paix, quand on sait qu'il y a quand même des composantes Oui. qui n'ont pas été associées? Oui, bon, la question est complexe et moi, ma démarche est celle-ci. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, c'est pas ça le plus grave. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il faut saisir toutes les opportunités pour se parler.
toutes les opportunités, quelle que soit la difficulté, quel que soit le degré de ceci ou de cela. Si une occasion se présente pour parler ne serait-ce qu'à 2 personnes, il faut parler à 2 personnes. Et ce sera votre doctrine dans la gestion de cette nouvelle structure? Au moins, ce seront 2 personnes avec qui on est en situation de dialogue et plus en situation de conflit. Donc ce sera et votre donc, doctrine. s'il y a une autre opportunité Ce pour sera prendre votre 5 doctrine, ans, vous, en tant que... Carrément, moi j'ai toujours vécu comme ça a toujours été ma vie. Ma toute dernière question, s'il vous plaît, monsieur. Ma toute dernière question, c'est que vous avez beaucoup parlé de valeurs, de nos valeurs, de recours à nos valeurs. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que ces valeurs-là sont compatibles avec d'autres valeurs telles que les libertés individuelles et les droits de l'individu? Ah oui, forcément. Et Dieu merci, c'est pour ça que le Mali est encore là, debout. Si ce n'était pas compatible, notre pays aurait déjà disparu. Pourquoi tout le monde nous appuie, tout le monde... C'est la déclaration des droits de l'homme qui les consacre quand même, c'est ces libertés. Non, attention. Kurukanfuka existait avant la déclaration des droits de l'homme. D'accord? Il ne faut pas confondre. Les deux se complètent, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas minimiser notre héritage à nous. Comme disait l'autre, nous fûmes. Bon, sur ce plan-là, il n'a pas tort. Il n'avait pas tort, paix sur lui. Mais on ne peut pas aussi réduire tout à cela. Parce que nous avons aussi nos failles. Aucune société n'est parfaite. Donc, nous ne pouvons pas être des bâtisseurs d'État, d'empire sur du néant. Il y avait quelque chose, il y avait la substance. Et malheureusement, aujourd'hui, nous ne connaissons pas ça. Ce que nous connaissons, c'est Google, les droits universels de l'homme, le système onusien, parce que c'est immédiatement accessible. Ça, c'est trop facile. Allez-y, Chana. Oui, professeur Ndiaye, ma toute dernière question. Comme vous êtes spécialiste des systèmes, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le système actuel, le système politique que nous vivons ici au Mali? Bon, le système actuel a dit, qu'est-ce qu'il est? Il a dit que c'est un système de transition. Ça ne suffit pas. Mais système non. de transition. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, je ne peux pas rentrer dans les... Par définition, quand on dit transition, c'est-à-dire on est en train de quitter un certain système pour évoluer vers un autre système. On n'est ni dans l'ancien, ni dans le nouveau. On est en train de cheminer vers le nouveau. C'est ça une transition. Et quand tu es entre deux, la situation d'entre deux, ce sont des demi-teintes, comme on dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut retourner vers le passé, auquel cas on n'aurait pas dû s'engager dans du changement? Ou est-ce qu'il faut plutôt avancer vers du nouveau, avec tous les aléas, les inquiétudes, les frustrations? Parce que le changement, ce n'est pas facile. Les gens sont réfractaires au changement. Voilà, oui, ça fait peur. Et ça fait mal. Et les tenants de l'ancien système ne veulent pas du nouveau. Ceux qui aspirent à du nouveau veulent du nouveau. Donc, ça crée des tensions. Alors, dans l'analyse des systèmes, ça s'est intégré. Le changement fait partie. Par exemple, on ne le sait pas, nos dirigeants de l'époque avaient dit que la tradition au Mali, chaque 7 ans, il faut la mettre à plat. Les gens opposent nos traditions au modernisme. Non, nous avons toujours été modernes. Chaque 7 ans, c'est la tradition au Mali qui dit « remettez-moi à plat ». Revisiter ce qui est bon, on garde, et ce qui est mauvais, on enlève. Professeur, nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. Merci beaucoup. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Pas de problème, merci beaucoup. Keïta, nous sommes dans les secrets de la justice. Oui, au début de j'avais peur que les débats nous plongent un peu dans les concepts académiques. Je pense que j'ai eu un peu tort. Il a eu les mots nécessaires pour rendre son vocabulaire et son langage plus accessible au grand public. Merci. Et ce ne serait que de bon augure pour ce débat, pour l'intérêt et la substance que les téléspectateurs pouvaient en tirer. Par ailleurs, je pense qu'en réalité, nous avons eu à partager aujourd'hui, à discuter aujourd'hui avec un homme qui a quand même de la vision. Merci beaucoup. Il a de la vision, il a une identité. Il a une identité, il a sa touche propre des choses. Nous espérons que c'est là vraiment, il y a lieu d'espérer d'ailleurs que cela puisse avoir vraiment des effets sur ces nouvelles responsabilités qu'il a, qui sont vraiment des responsabilités de très belle facture, que de construire la paix dans ce pays-là. Il est dédié à ça. Monsieur le Président, je pense que au nom de cette dédicace, au nom de sa prestation aujourd'hui, qui était vraiment une prestation propre à nous émerveiller, et de le libérer de tout lien. Chana. Merci, Monsieur le Président.
j'étais tenté de le condamner pour le retard accusé, mais il m'a désarmé. Il m'a désarmé de par le débat. Il est vraiment intéressant souvent de discuter, d'échanger avec des gens non partisans. Non partisans, j'ai dit, hein, non partisans. Merci. Parce que c'est des théories, c'est de la vision, c'est de la perspective. Merci. C'est de la perspective. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire X a tort, X a raison, mais il s'agit de construire et d'avancer. Inch'Allah. Et d'avancer. Inch'Allah. Voilà un intellectuel, un chercheur qui cherche et qui est en train de trouver. Merci. Parce que le reproche qu'on fait généralement à nos chercheurs, c'est qu'ils ne trouvent rien. Oui. Et je pense que vous êtes en train de trouver, Merci beaucoup. d'inventer, d'innover. Et comme Abdraman l'a dit, pour les nouvelles responsabilités qui lui sont confiées, à lui confiées par les autorités, la responsabilité de chercher la paix, d'œuvrer pour la paix, c'est une lourde responsabilité. Tout à fait. Une responsabilité que nous partageons tous. Une responsabilité que nous accompagnons, que nous soutenons. Alhamdulillah. Parce qu'il s'agit du Mali. Alhamdulillah. Monsieur le Président, peut-on condamner un responsable qui se bat pour la paix, pour la réconciliation? Quelqu'un qui a de la vision? Alhamdulillah. Non, Monsieur le Président, libérez-le. La République a besoin de lui. Merci beaucoup. Je note que les deux réquisitoires sont favorables sans équivoque à l'accusé. Il me plaît, Monsieur le Président, pas pour vous couper, mais il va falloir qu'on l'ait très prochainement pour la deuxième fois. Hein? Dans 2-3 semaines, il faut qu'il nous revienne. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire avec lui. Pour restituer ce qu'il a déjà commencé dans le cadre de la construction de la paix. L'engagement. Et la prochaine fois, le retard ne sera pas toléré. Bon, l'embouteillage, moi, je ne peux pas contrôler. Non, l'embouteillage, vous prenez le temps nécessaire. J'ai quitté une heure avant. Une heure. Bon, intégrez ça, c'est bon, Mako. J'avais dit que je serais là à 20h30. Oui. Une heure, j'ai quitté. Bon, donc prochainement, vous allez intégrer ça. Vous allez quitter 2 heures avant. Voilà, on fera l'effort de quitter 2 heures. Vous n'avez plus la parole. Hein. Vous êtes, professeur Ndiaye, vous êtes donc libéré des liens de l'accusation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous êtes acquitté indéniablement. Merci à tout le monde pour avoir pris cette décision-là. Je suis heureux de cette sanction qui n'en est pas une. Merci beaucoup. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité le professeur Ibrahima Ndiaye, enseignant, chercheur, directeur général du Centre pour la paix et de l'unité nationale. Merci.